BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Et c'est évidemment l'époque des projections, des scénarios pour l'année suivante, pour 2015. On va en parler avec David Calfon, qui est le président fondateur d'Amaïca Asset Management. Bonjour David Calfon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez nous apporter 4 points de vigilance. Alors, il n'y a pas, évidemment, c'est des thèmes centraux aujourd'hui qui sont débattus, qui suscitent des interrogations sur les marchés. Donc, sur les thèmes en tant que tels, il n'y a pas de surprise. C'est la manière dont vous les abordez qui peut paraître parfois un peu plus surprenant et qui peut conduire même à des idées un peu contrariantes, en tout cas l'idée que le consensus sur certains points en tout cas pourrait être pris à défaut. On va les prendre presque dans l'ordre, j'ai envie de dire, dans l'ordre même chronologique, puisque là on a une semaine qui concentre pas mal d'événements. On a notamment une réunion de la Réserve fédérale américaine. David Calfon, vous dites la Réserve fédérale américaine pourrait redevenir peut-être source d'incertitude, de volatilité sur les marchés. Oui, c'est l'une de nos craintes en fait. Pour reprendre, la Banque centrale en général n'aime pas la volatilité. Non pas parce que c'est l'ami des marchés, mais tout simplement parce que la volatilité, si elle perdure, ça finit par avoir un impact sur l'économie réelle. Ça génère de l'incertitude, ça peut avoir un impact sur la confiance du consommateur, ça peut, dans le milieu des affaires, retarder des décisions d'investissement. Donc globalement, la Banque centrale n'aime pas trop la volatilité, n'aime surtout pas être la source de cette volatilité. C'est pour ça que Ben Bernanke, c'est toujours avec ce qu'on a vu en mai-juin 2013, le début du tapering. L'ancien patron de la Réserve fédérale, qui avait provoqué une petite crispation sur les marchés, effectivement, en mai 2013, quand il commence à évoquer l'idée que la Fed pourrait arrêter d'imprimer du dollar, on va dire. Tout à fait. Et ce qu'il a fait après, il s'est tenu à une ligne de conduite très claire qui était de dire « je préviens les marchés ». Je suis très clair, je dis exactement ce que je vais faire et je le fais, je tiens ma promesse. Comme cela, lorsque nous retirons cette liquidité, puisque le marché est prévenu, il n'y a pas de volatilité. Avec Janet Yellen, c'est un petit peu différent. Janet Yellen a insisté sur un point. Elle ne veut pas être tenue à un calendrier, elle veut être tenue à des données économiques. Ce qui est une approche pragmatique extrêmement louable. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Elle essaye d'objectiver d'une certaine manière un petit peu les décisions de la Fed. C'est plus une promesse que je fais au marché, je la tiens coûte que coûte. C'est pas moi qui décide, ce sont les données économiques. Si ça s'améliore plus vite que prévu, je monte les taux. Si ça s'améliore plus lentement que prévu, statu quo. Voilà, grosso modo, c'est ça. C'est exactement ça. Le problème, c'est que on en vient à une petite déconnexion. En ce moment, à la fin pendant la publication des minutes de la Fed, les comptes rendus, chaque membre de la Fed donne sa projection de où il voit les taux d'intérêt dans le futur. Et donc, c'est ce qu'on appelle les points donnés par... Ça fait un nuage de points. Voilà. Ça fait une courbe de taux. Chaque point correspond à la projection d'un des membres. Exactement, ça fait une courbe de taux. Et ce que l'on voit en ce moment, c'est que vous avez la courbe de taux de la Fed, donc ce que dit la Fed va dire voilà où va être les taux d'intérêt. Et vous avez la courbe du marché. Et là, c'est la grande surprise. Le marché ne croit pas du tout la Fed. Le marché est très en dessous de la Fed. Sur les maturités intermédiaires, 2016-2017, on a plus de 100 points de base d'écart. Le marché est beaucoup plus colombe, beaucoup plus dovish que la Fed, ne croit pas que la Fed va remonter ses taux. Alors il y a deux cas de figure. Il y a le scénario optimiste, qui est de dire le marché a raison, la Fed ne va pas surprendre, la Fed va s'aligner finalement sur le marché. On a des données d'inflation qui sont extrêmement faibles pour le moment. La baisse du pétrole est en train de jouer un rôle assez déterminant. Donc, aucun problème. Moi, je mets juste en garde. Voilà. Ouais. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais là où je dis que c'est un point de vigilance, c'est que si la Fed fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait, les marchés obligataires vont devoir s'ajuster très vite, très fort. Et donc, c'est un point de vigilance. C'est ce que l'on va guetter à la prochaine réunion, lors de la prochaine publication des minutes. On aura des nouvelles projections dès mercredi, là, de la part des membres de la Fed. On aura les fameux points et on va voir si cet écart se réduit ou pas. En tous les cas, chez Amaïca Asset Management, c'est un point qui nous préoccupe, auquel on est particulièrement vigilant. On aura peut-être des réponses, effectivement, dès mercredi, parce que si je reprends, je crois, le point médian pour le taux à 10 ans américain fin 2015, la Fed nous dit on sera à 1,375%, 1,375%.
0,37%. On va dire le marché lui vise 1% à la fin 2015. Donc ça fait déjà sur le 10 ans, ça fait déjà un sacré écart. L'autre élément d'incertitude, évidemment, tout ce qui tourne autour de la zone euro. Alors là, on sort d'une semaine qui a été très chaotique pour les marchés. Et du coup, on a une espèce de consensus très négatif là qui est en train de se reformer assez rapidement, j'ai envie de dire, pour l'année 2015, malgré toutes les avancées qu'on peut espérer du côté de la BCE. Là. Oui, là aussi, donc c'est un point qui nous préoccupe un peu. On a le sentiment, et je pense que la semaine dernière est véritablement le reflet de ce consensus très noir sur la zone euro, peut-être à la hauteur des espoirs que cette zone avait générés en début d'année. Ouais. Si on se souvient, décembre 2013, on est dans un scénario pour 2014 de reprise économique. Tout le monde recommande les actions, si possible les cycliques, les actions value, donc les titres décotés. On se retrouve dès le mois de juin, on a été de déconvenu en déconvenu. Même le premier élève de la classe, donc l'Allemagne, se retrouve avec des chiffres de croissance qui sont un peu préoccupants. Et donc on a eu des sorties très massives. Ce qu'il faut voir, c'est que le marché européen, le marché des actions européennes, il est fait certes par des investisseurs, mais surtout par des investisseurs étrangers. Les investisseurs américains sont très puissants en termes de capitaux. Et donc lorsqu'ils rentrent ou ils sortent du marché actions, les dégagements et les entrées peuvent provoquer des mouvements assez violents. Donc on a un consensus très noir. Tout le monde pense que la zone euro, c'est la déflation. Il y a une assimilation au Japon. Oui. On dit voilà, la zone euro, c'est le nouveau Japon. Oui. Voilà, exactement. Et alors, moi, j'ai une étude de Morgan Stanley qui a vraiment marqué mon esprit. L'économiste disait, d'accord pour le Japon, mais quel Japon ? Est-ce que c'est le Japon de 1990 ou est-ce que la zone euro ne ressemblerait pas plutôt au Japon de 2013 ? Donc celui de l'entrée en déflation, on va dire, enfin les premières années de déflation dans les années 90, ou celui d'aujourd'hui où le Japon, le pouvoir politique et le pouvoir monétaire se montrent beaucoup plus proactifs, c'est ça, pour gérer une sortie de la déflation justement. Exactement. En 90, on a des autorités monétaires qui font trop peu, trop tard. Alors c'est quelque chose qu'on peut aussi... C'est un peu le reproche qu'on fait à la BCE en ce moment. On peut se dire, tout à fait, c'est exactement pareil. C'est le Japon des années 90, c'est la déflation. Là aussi, vous allez me dire, mais c'est exactement là où on est. On a des chiffres qui vont passer négatifs en début d'année, donc c'est exactement là. Et on a un marché baissier au Japon, c'est la conséquence. Alors, on se projette un petit peu et on regarde le Japon de 2013. Le Japon de 2013, on a une relance monétaire, une relance budgétaire, on a un affaiblissement de la devise et on a un marché haussier finalement, avec des performances spectaculaires. Alors maintenant, regardons la zone euro et voyons si on peut trouver un parallèle entre les deux. Vous avez, Draghi a été extrêmement clair lors de sa dernière intervention. Et pourquoi il est extrêmement clair? C'est que là, pour ce qui devrait être donc un quantitative easing à l'européenne, il n'a besoin de personne. Il l'a dit très clairement, il a dit j'ai un mandat, c'est l'inflation proche de 2%. Pas besoin que tout le monde soit d'accord. En plus, même pas besoin d'unanimité. Donc, il n'a besoin de rien pour remplir son mandat. Ça veut dire qu'on pourrait ne pas attendre 25 ans d'une certaine manière pour faire le travail et le trajet du Japon. On pourrait passer de 90 à 2013 si on prend le parallèle japonais en moins de temps que 25 ans. C'est ça l'idée. Et ce que Draghi nous dit implicitement, il nous dit je n'ai pas besoin de la Cour suprême de Karlsruhe, je n'ai pas besoin de la Cour de justice européenne, je fais mon travail, on m'a donné un mandat, je le remplis. Donc ça c'est le premier point. Je pense que là on peut avoir quelque chose d'assez agressif. Le deuxième point, si on passe à la relance budgétaire. Alors il y a eu le plan Juncker. Alors tout le monde a commencé à dire c'est pas assez, c'est trop peu, c'est pas du vrai argent, il va falloir trouver des financements ailleurs, etc. Peut-être. C'est la première fois quand même que des pays européens se réunissent. Ils ne se réunissent pas pour parler d'austérité. Ils ne se réunissent pas pour parler de sauvetage de la monnaie. Ils ne se réunissent pas pour parler du sauvetage d'un pays ou d'un État. Ils se réunissent pour parler investissement. Je suis désolé. Avec un consensus qui est aussi noir que ça, on peut quand même se poser des questions. Et je pense qu'effectivement, on a un potentiel de bonnes surprises. Pour le coup, vous dites 2015, si je résume votre pensée, 2015 pourrait être la réalisation du consensus sur les actions européennes qu'on avait en début d'année 2014. Et je dirais non pas parce que la situation est florissante, mais parce que les attentes sont tellement déprimées.
Deux points encore assez rapidement, on n'aura pas le temps d'évoquer peut-être autant en détail, mais justement là sur le Japon, oui. vous êtes encore positif sur le Japon. Et vous n'êtes pas les positifs de la dernière heure sur le Japon. Non, ça fait déjà 2 ans maintenant que vous êtes positif. Exactement, depuis fin décembre 2012, depuis le discours de Kuroda. Pourquoi est-ce que vous continuez d'être positif aujourd'hui, après le parcours qu'on a eu sur les actions japonaises? En fait, il y a quelque chose, nous on attache beaucoup d'importance donc aux révisions de bénéfices et aux valorisations des marchés actions. Et on compare les différentes zones. Ce que l'on voit, c'est que États-Unis, Europe, on se retrouve avec des marchés qui, en fin d'année, sont soit au même niveau de valorisation qu'en début d'année, soit plus chers. Le Japon, il a beau avoir progressé, il a beau avoir eu une bonne performance, il est moins cher qu'en début d'année dernière. C'est ça qu'il faut comprendre, juste si on prend 30 secondes pour l'expliquer, parce que c'est le point clé de la raison pour laquelle vous êtes positif sur le Japon. Oui, les prix des actions ont énormément monté, mais les bénéfices et les perspectives bénéficiaires des entreprises ont monté encore plus vite que le prix des actions. C'est exactement ça. Et donc au final, le ratio est inférieur. Voilà, les révisions de bénéfices sont extrêmement positives. Donc vous posez, vous le débat, est-ce que les Abenomics marchent, est-ce qu'ils s'en sortent, est-ce qu'on sort de la déflation, est-ce qu'il y aura de la croissance, est-ce qu'ils vont faire les réformes, ça vous intéresse pas? Enfin, ça vous intéresse pas. Alors, pas dans votre, c'est pas le cas d'investissement pour vous. Si je dirais, ça nous intéresse, c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles on pense que ça vaut la peine d'être investi au Japon, mais je préfère même pas rentrer dans ce débat parce qu'on a la chance d'avoir en plus de ce débat des données extrêmement objectives. Donc si on fait un screening effectivement des actions mondiales, forcément le Japon tombe dans la case actions pas chères. Exactement. Bon, un dernier mot du pétrole, là aussi, l'invité de cette deuxième partie d'année, et c'est vrai que là, pour le coup, personne l'avait vu franchement venir, cette baisse du pétrole. Non, elle arrive à son terme? Comment est-ce que vous regardez? Positif, négatif? C'est bien pour le pouvoir d'achat? Enfin, le marché le vit un peu différemment aujourd'hui. Comment vous regardez ça, vous? Au démarrage, on était plutôt content. On se dit c'est une bonne surprise. Voilà. Maintenant, on en est au stade où on se dit c'est une bonne surprise, mais jusqu'où? Jusqu'à quand? Donc on a, si les pays de l'OPEP nous ont donné le niveau de $60 le baril, ce qu'on sait qu'à ce niveau-là, tout va bien. Donc il n'y a pas de sujet et on garde les impacts positifs sur la croissance. Maintenant, lorsqu'on commence à descendre en dessous de ces niveaux, on peut commencer à se poser des questions et surtout c'est les craintes de ce que j'appellerais les effets de bord, c'est-à-dire les effets, les répercussions qui ne sont pas forcément prises en compte. Donc on en trouve déjà sur le marché du high yield, donc la dette d'entreprise, dont le secteur pétrolier représente une grosse partie de cette dette d'entreprise. 15-20% peut-être du marché de la dette high yield à haut rendement aux États-Unis, selon les estimations. C'est le premier segment de dette d'entreprise aux États-Unis. Tout à fait. Et on a vu la semaine dernière la baisse que l'on a eue sur l'ETF qui représente le high yield américain. C'est une baisse qui représente à peu près 2,6 écarts types en amplitude. Donc c'est un événement qui ne se produit vraiment pas tous les jours. Et quand on a ce genre de données, on peut craindre également même, pourquoi pas, des répercussions sur certaines banques régionales. Et oui, c'est ça. Après la financiarisation de l'économie, on a connu ça avec l'immobilier américain quand même, David Calfon. Enfin, je ne sais pas si c'est la même ampleur, si on peut imaginer une crise d'une même ampleur. On n'espère pas, évidemment. Mais tout dépend de la durée. Tout dépend de la durée. Si on descend en dessous des 60 et puis finalement, dans quelques semaines, on repart, ça n'a pas le temps d'impacter l'économie réelle. Si on s'installe là pendant 3 mois, c'est une autre histoire. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. David Calfon, président fondateur d'Amaïca Asset Management sur BFM Business.